Bonjour à tous et à toutes, je me présente, Nathalie Lenozé, je suis responsable des affaires générales de Gain Patrimoine et je travaille beaucoup avec le réseau commercial de Gain Patrimoine sur le conseil juridique patrimonial. Nos conseillers ont à cœur de vous fournir les conseils les plus adaptés à votre situation familiale et patrimoniale et c'est dans ce cadre que nous avons souhaité vous proposer ce webinaire sur la problématique de l'héritage. Quelles sont les clés d'une transmission réussie? Comment transmettre et hériter? Qui hérite? Qui est redevable des droits de succession et comment assurer le financement des droits de succession, notamment dans le cadre d'une famille recomposée. Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre ce soir et pour répondre à toutes ces questions et à d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir deux animatrices de choc. Annie Charlier-Marcel, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Groupama Ganvi. Annie, je te laisse. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Et Sarah Amar, qui est ingénieure patrimoniale. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors notre objectif est que ce webinaire dure environ 45 minutes. Vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions via le chat ou via le mail que vous avez déjà reçu. On a déjà reçu un certain nombre de questions et pour pouvoir y répondre, on a décidé avec Anne-Lise et Sarah de répondre par mail individuel. Donc vous recevrez prochainement un mail individualisé et circonstancié pour répondre aux questions que vous nous avez posées. Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le cas échéant le réécouter. Et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec une première question que je ne vais pas poser ni à Anne-Lise ni à Sarah, mais que je vous pose à vous. En France, pour hériter, il faut accepter la succession. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse juste quelques secondes pour y réfléchir. Et je pose la question à Sarah. Eh bien oui, en France, pour hériter, il faut accepter la succession. Il faut accepter la succession parce que hériter peut impliquer, dans certains cas, d'avoir à payer les dettes du défunt. Donc c'est quelque chose de très engageant qui nécessite donc d'être accepté par l'héritier. Ce n'est pas parce qu'on a la qualité d'héritier qu'on hérite nécessairement. Donc, vous voyez à l'écran une frise représentant les grandes étapes d'une succession. On voit qu'au moment du décès, on a le dénouement des contrats d'assurance vie, en bas à gauche, et en haut, le règlement de la succession. Donc, toutes les étapes qui sont présentées dans la frise vont être développées dans le webinaire, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le dénouement de l'assurance vie et le règlement de la succession sont deux choses distinctes qui arrivent concomitamment, mais qui sont indépendantes l'une de l'autre. Dès le moment du décès, vous pourrez, si vous êtes bénéficiaire d'une assurance vie, contacter l'assureur pour le prévenir que l'assuré est décédé et que vous êtes le bénéficiaire. À compter de ce moment-là, l'assureur disposera d'un délai de 15 jours pour vous envoyer les pièces à remplir et une fois que vous aurez rempli toutes les pièces, il aura un délai d'1 mois pour vous verser les capitaux décès. Au contraire, le règlement de la succession peut prendre beaucoup plus de temps. Déjà, vous disposez de 4 mois minimum pour décider d'accepter ou de refuser la succession. Au terme de ce délai de 4 mois, les autres héritiers, l'État, voire dans certains cas des créanciers, pourront vous sommer de vous prononcer quant à votre acceptation ou non de la succession. Ensuite, on arrive à la date butoir des 6 mois. C'est la date limite pour enregistrer la déclaration de succession qui va comporter tous les actifs et le passif qui appartenaient au défunt, payer les droits de succession ou demander des facilités de paiement. Donc, on va voir tous ces points dans la conférence et on verra aussi la gestion de l'indivision successorale, puisqu'à compter du décès et jusqu'à l'éventuel partage de la succession, les biens du défunt vont rentrer en indivision successorale et les indivisaires seront les héritiers qui auront accepté la succession. Alors, juste pour compléter le propos de Sarah, quand on parle de dénouement de contrat d'assurance vie, en fait, ça va viser tous les contrats effectivement d'assurance vie, les contrats d'épargne, mais également les contrats d'épargne retraite ceux qui ont une clause bénéficiaire, et puis également les contrats de prévoyance. Parce que comme on aura l'occasion effectivement d'en échanger un peu plus tard, en fait, ces contrats, ils ont une clause bénéficiaire indépendante et ils sont en principe hors succession. Alors, dans la continuité du propos de Sarah, ce que je vous propose, c'est effectivement d'aller voir exactement ce qui se passe concrètement. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on va aller regarder si la personne elle est mariée ou pas.
Parce que la première étape, finalement, si elle est mariée, on va déjà réaliser ce qu'on appelle une double liquidation. C'est-à-dire déjà la liquidation du régime matrimonial, hein, donc qui va permettre effectivement d'aider à composer le patrimoine du défunt. Donc, soit la personne elle est mariée effectivement sous un régime de communauté, soit de séparation de biens, donc ce qui sont les grands régimes classiques. Hein. Donc, si elle est mariée sous un régime de communauté, effectivement, je vais aller regarder de quoi est composée la masse commune, et puis également s'il y a des biens propres. Parallèlement à ça, le notaire il va établir ce qu'on appelle l'acte de notariété, c'est-à-dire qu'il va aller regarder qui hérite. Alors, en fait, deux choses. Soit, effectivement, je n'ai rien prévu. À ce moment-là, c'est la loi qui va effectivement désigner les héritiers. Donc là encore, on verra un peu plus tard que ça dépend de la composition de votre famille. On prendra quelques exemples. On a effectivement le Code civil qui nous indique qui hérite. Soit vous avez décidé d'organiser votre succession, c'est-à-dire que vous avez réalisé un testament, et donc à ce moment-là, ce n'est pas la loi qui va décider, mais c'est bien évidemment le testament. Là encore, on le verra, on est en France, il y a énormément de règles, et notamment il y a cette fameuse réserve héréditaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus tout faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus déshériter ses enfants, puisque on est encore sur un droit de transmission, mais ça me laisse déjà une latitude. Ensuite, le notaire il va dresser ce qu'on appelle un bilan complet du patrimoine du défunt. Donc, Sarah l'a dit tout à l'heure. En fait, en France, il y a le principe de la continuité du défunt. Donc, c'est-à-dire qu'il va établir effectivement l'actif, mais également le passif. Enfin, il va établir les différentes formalités hypothécaires et fiscales, notamment, par exemple, la fameuse effectivement déclaration de succession qui va permettre effectivement à l'administration fiscale et au pouvoir public de recouvrir l'impôt. Et puis, dernière étape, dans certaines situations, les héritiers vont décider de partager. Alors, on verra qu'effectivement, le partage, c'est en général une opération qu'on rencontre assez peu dans la pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a des droits de partage qui sont assez importants. Donc, en fait, tout le monde est assez frileux parce que personne n'a envie de les payer. Sauf que dans certains cas, faire un partage, ça peut avoir vraiment de l'intérêt parce que le fait de partager, ça peut attribuer des biens et ça peut notamment effectivement avoir des effets au titre de la plus-value. Et notamment, en fait, au niveau du partage, donc tu as le paiement des droits, mais tout ça est assez normé finalement. L'acte de notoriété, il est payant, enfin tout est payant. Alors, tout est payant. Alors oui, alors on va le voir parce qu'effectivement, on parle souvent effectivement des droits, du montant des droits de succession, mais tu as raison, Nathalie. Il y a les droits de succession qui sont liés à la transmission du patrimoine, mais il y a tous les frais de succession. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ça correspond effectivement à des sommes quand même assez importantes, puisque tous les actes qui sont établis effectivement donnent lieu à des honoraires, mais à des droits aussi à des droits qui sont établis selon un barème qui est donné par les pouvoirs publics. Et finalement, anticiper et prévoir aussi la succession, c'est aussi organiser le paiement de ces différents frais et droits. Sarah, qui hérite quand on n'a pas pris de disposition particulière? Alors, on va distinguer deux cas. Dans les deux cas, on imaginera que le défunt laisse un conjoint survivant. Donc, dans la première hypothèse, il y a un conjoint survivant et des enfants. Et dans la seconde hypothèse qu'on verra après, il y aura un conjoint survivant sans enfants. Donc, lorsqu'il y a un conjoint survivant et des enfants, ce sont les enfants qui ont la qualité d'héritier réservataire. Un héritier réservataire, ça veut dire qu'il doit recevoir un minimum de la succession. Donc, vous voyez dans le tableau qu'on vous a présenté sur la droite de l'écran, on vous donne les différentes quantités et la quantité de biens qui reviendra aux enfants selon le nombre d'enfants qu'il y a. Donc, en présence d'enfants, si les enfants sont communs, le conjoint survivant pourra recevoir, selon sa propre volonté, soit un quart de la succession en pleine propriété, soit la totalité en usufruit. Au contraire, si les enfants ne sont pas communs et que le défunt n'avait prévu aucune disposition, le conjoint ne recevra qu'un quart en pleine propriété. Il est important de noter par ailleurs que le conjoint survivant est exonéré de droits de succession et qu'il bénéficie de deux droits sur la résidence principale. Un droit temporaire d'1 an et un droit viager. Alors, à ce propos, je précise que lorsque l'on parle de conjoint, on parle de l'époux marié et non pas du partenaire de Pacs.
le partenaire de PACS n'est pas considéré par la loi comme un héritier. Il n'a droit qu'au droit temporaire d'occuper la résidence principale. Et si le défunt voulait lui donner plus, il fallait le prévoir par testament. Donc, lorsque vous voulez avantager votre partenaire de PACS, il convient d'aller voir votre notaire pour rédiger un testament et aussi pour vérifier avec votre notaire que ce que vous prévoyez d'attribuer à votre conjoint ne dépasse pas la quantité disponible. Si vous avez au contraire un conjoint mais pas d'enfant, dans ce cas-là, le conjoint acquiert la qualité d'héritier réservataire, c'est-à-dire qu'il recevra à minima un quart de la pleine propriété de l'actif successoral. Et pour le reste de la succession, tout dépendra des personnes qui viennent en concurrence. Si les parents du défunt sont toujours vivants, ils auront droit chacun à un quart de la succession et le conjoint aura la moitié. Si au contraire, le défunt ne laisse que ses frères et sœurs et son conjoint, le conjoint recueillera toute la succession. Et les frères et sœurs ne pourront récupérer que, dans une certaine mesure, les biens de famille grâce au droit de retour. Juste une petite question, Sarah. Pour améliorer la situation du conjoint, on peut faire une donation, c'est ça, une donation? Exactement. Pour améliorer la condition du conjoint survivant, on peut faire une donation au dernier vivant. C'est notamment intéressant lorsque, dans les familles recomposées, les enfants ne sont pas communs. Ça permettra au conjoint survivant de pouvoir opter soit pour un quart en pleine propriété, soit pour la totalité de la succession en usufruit, ou alors pour un quart en pleine propriété et le reste en usufruit. C'est important d'être bien conseillé. Oui. Sarah, on a parlé d'options successorales au tout début de l'intervention, mais quelle option successorale je peux retenir? Alors, il y a 3 options successorales. L'option successorale, c'est le fait de choisir soit d'accepter ou de renoncer à la succession. Donc, la première option, c'est l'acceptation pure et simple. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, qui fait que, en fait, l'héritier va recevoir aussi bien la totalité de l'actif que la totalité du passif. Et si les dettes sont plus importantes que les biens que le défunt détenait, eh bien, l'héritier devra régler les dettes du défunt sur son propre patrimoine. C'est donc très engageant. Néanmoins, l'héritier peut opter pour une acceptation à concurrence de l'actif net. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il ne recevra que l'actif épuré du passif, une fois qu'on aura réglé les dettes du défunt. Enfin, l'héritier peut décider de renoncer à la succession. Alors, la renonciation, c'est un outil qui peut être très intéressant dans certains cas, notamment si l'héritier est déjà bien installé dans la vie, qu'il n'a pas nécessairement besoin pour améliorer son quotidien de recevoir l'actif successoral, mais qu'il a par exemple des enfants qui sont en train de s'installer et qui, eux, pourraient avoir plus d'intérêt ou plus d'utilité à recevoir ces biens, eh bien, l'héritier peut renoncer à la succession, auquel cas ce sont ses enfants qui, par le jeu de la représentation, hériteront à sa place. Ce qui est important de retenir sur l'option successorale, c'est également qu'elle est indivisible. C'est-à-dire qu'il y a les 3 options que je viens de décrire, mais on ne peut pas accepter un bien et refuser un autre bien. C'est on accepte ou on refuse la succession dans sa globalité. Ce n'est pas le cas d'un légataire qui recevrait par testament plusieurs biens et qui pourrait parfaitement choisir d'en accepter un et de laisser les autres biens à la succession et aux héritiers. Et ensuite, ce qui est important de distinguer, c'est également la situation de l'héritier de la situation du bénéficiaire d'une assurance vie. On peut parfaitement avoir les 2 qualités en même temps et le fait de renoncer à la succession n'impose absolument pas de renoncer au bénéfice de l'assurance vie. Et vice-versa, on peut renoncer au bénéfice de l'assurance vie au profit des bénéficiaires de second rang et accepter la succession. Les 2 choses sont totalement distinctes. Alors oui, d'ailleurs, pour compléter effectivement le propos de Sarah, c'est en fait effectivement des techniques qu'on va aller chercher en matière de conseil patrimonial. Hein. C'est-à-dire que si on reprend la frise qui vous a été présentée au départ, hein, eh bien effectivement, je vais me poser la première question de est-ce que j'ai intérêt à accepter le bénéfice du contrat d'assurance vie? Et ben, dans certains cas, peut-être pas, parce que le fait de renoncer au bénéfice du contrat d'assurance vie, ben, ça va permettre effectivement d'ouvrir les droits des bénéficiaires de second rang. Donc là encore, il faut être bien conseillé parce qu'il faut que la clause bénéficiaire soit bien rédigée. Hein.
Mais notamment, ça va permettre effectivement que les enfants touchent des capitaux pour faire face au paiement des droits de succession. Parce que, comme on va le voir maintenant, en fait, finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que, effectivement, on a parlé des frais de succession, mais le coût des droits de succession est quand même assez prohibitif. Alors pourquoi? La raison, elle en est très simple, hein, c'est que effectivement la plupart des barèmes n'ont pas été réévalués, donc ça ne nous aura pas échappé qu'on est quand même dans un monde inflationniste. Hein. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui on n'a que des abattements de 100 000 € qui se régénèrent tous les 15 ans. Donc ça veut dire qu'un abattement de 100 000 € qui se régénère tous les 15 ans, dès que j'ai un couple, monsieur, madame, que j'ai un patrimoine avec un bien immobilier aux alentours de 500 ou 600 000 €, eh bien je me retrouve à payer des droits de succession. Or, la vraie question, c'est qu'effectivement, si je reprends cet exemple, en fait, j'ai un couple, monsieur et madame, monsieur décède, j'ai un patrimoine qui vaut entre 600 et 800 000 €, hein, peu importe, j'ai 2 enfants. Madame opte pour la totalité du patrimoine en usufruit, ça veut dire que les enfants, finalement, se retrouvent avec des droits en nue propriété. Donc finalement, ils sont propriétaires, mais virtuellement, de fait, mais ils ne touchent rien. Et par contre, ils doivent faire face à des droits des droits de succession. Et finalement, on est très vite dans la tranche à 20%. Donc en fait, ça peut être un vrai conseil, effectivement, au moment de l'ouverture de la succession, de dire, finalement, mes contrats d'assurance vie, les contrats d'épargne, les retraites, en fait, comment sont rédigés les clauses bénéficiaires? Est-ce que je n'ai pas intérêt à renoncer quels sont les bénéficiaires de second rang? Et est-ce que je n'ai pas intérêt à leur donner effectivement des capitaux pour faire face à ces différents frais? Ça, c'était l'une des idées qu'on voulait partager avec vous. Ce qu'il faut aussi partager, c'est qu'effectivement, les pouvoirs publics mettent à disposition aussi des moyens de paiement. Pourquoi? Parce que quelquefois, je me trouve dans des successions où en fait, j'ai des biens qui ne sont pas du tout liquides. Ou parce que justement, je n'ai que des droits en nue propriété. Donc, c'est quand même difficile quand j'ai des droits qui ne sont pas liquides, j'ai pas de liquidité. Quand effectivement j'ai des droits en nue propriété, c'est quand même difficile de faire face et je n'ai pas forcément les liquidités pour payer les droits de succession. C'est d'autant plus vrai quand effectivement j'ai un actif professionnel. Hein, si je suis chef d'entreprise, effectivement, je vais retrouver dans ma succession l'actif professionnel qui est taxable. Et l'État, l'administration fiscale, en fait, a mis en place un certain nombre de moyens de paiement hein, pour éviter que finalement l'héritier se retrouve dans cette situation. Il est obligé de brader son patrimoine, obligé de liquider son patrimoine, puisque comme l'a dit Sarah tout à l'heure, c'est qu'à compter du décès, j'ai 6 mois pour déposer ma déclaration de succession et je dois payer les droits. Donc c'est quand même très très court. Quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans certains cas, je vais pouvoir effectivement aller demander des paiements différés, voire des paiements différés ou paiements fractionnés. Alors là encore, c'est quand même des procédures qui ne sont pas si simples que ça, hein, puisqu'en fait, c'est une demande de crédit hein, que je vais faire à l'administration fiscale, qui va analyser mon dossier et qui va prendre notamment des garanties, hein, puisque bien évidemment, elle a envie d'être payée. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, alors, plus marrant aussi, on voulait faire un petit clin d'œil sur effectivement, tout ce qui est dations en paiement. Alors, je ne sais pas si, dans les gens qui sont connectés à ce webinaire, il y a des gens qui sont habitués des musées. Et je ne sais pas, quand vous vous baladez, de plus en plus, vous voyez les tableaux où c'est marqué dations en paiement. Et bien là encore, ce sont des héritiers qui avaient une collection, qui avait des tableaux, qui doivent faire face à des droits de succession très importants. Et finalement, qui ne vont pas payer leurs droits de succession avec des liquidités, mais en remettant une œuvre d'art au titre du paiement. Alors là encore, ça ne se fait pas comme ça, hein, ça se fait d'ailleurs, l'administration fiscale et les pouvoirs publics qui ne sont pas fous, hein, donc en fait en général c'est quand même les biens un peu d'exception qui vont accepter au titre du paiement. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle on a encore aujourd'hui les plus beaux musées en France. En fait, ce qu'il faut savoir, il y a une statistique que j'aime bien partager, c'est qu'en fait, en général, quand il y a une demande de datation en paiement, dans la moitié des cas, elle est refusée. Donc, il y a vraiment une commission d'experts qui va les regarder. Et voilà, mais ça va être aussi un moyen de payer l'impôt. Enfin, dernière chose, effectivement, j'ai aussi tout intérêt à organiser la transmission de mon vivant.
puisque j'en ai parlé tout à l'heure, l'abattement de 100 000 €, il se régénère tous les 15 ans. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir en bénéficier plusieurs fois si j'organise la transmission. Et puis, on verra après aussi par la suite, si je couple ça avec une donation à une propriété, c'est encore plus intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que si je me retrouve à donner de mon vivant et qu'il y a des droits à payer, et bien là encore, les pouvoirs publics, ce qu'ils veulent, c'est être payés. Donc en fait, ils vont estimer que ça ne constitue pas une donation supplémentaire. Et donc là, je vais avoir un avantage fiscal. Et ça, l'effet de levier, il est très très important quand notamment je suis face à comment j'ai une transmission qui n'est pas forcément en ligne directe. Par exemple, un parrain qui aurait envie de donner à son filleul ou des choses comme ça, donc qui est quand même taxé à 60%, bah, c'est là aussi des stratégies qu'on va aller chercher pour limiter à terme le coût de la transmission. Annie, je sais que tu as toujours des anecdotes sur les successions internationales. Est-ce que tu peux nous en partager? Alors oui. Alors les successions internationales, oui. Alors on peut en parler un peu plus tard quand on va faire le lien avec la réserve héréditaire, hein, parce qu'effectivement on a commencé à éclairer un peu le sujet tout à l'heure, hein, sur le fait qu'on était encore sur un code civil napoléonien, même si le droit de la famille a beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années. En fait, il y a cette histoire de transmission, c'est qu'en France, contrairement aux pays anglo-saxons, quand en fait on estime que mon patrimoine, je le tiens de ma famille et je dois le redonner à mes enfants. Et en fait, on s'aperçoit que comment cette notion de réserve héréditaire, donc elle fonctionne très bien en droit français, mais de plus en plus, on est dans des successions dites internationales. Hein. C'est-à-dire que soit j'ai un de mes enfants qui est parti s'installer à l'étranger, qui s'est marié avec quelqu'un d'étranger, ou voire qui a acheté un appartement en Espagne, qui est parti faire retraite au Portugal. Voilà. Donc en fait, de plus en plus, on va se retrouver dans des situations où finalement, je vais avoir cet élément international qui vient mettre un peu le bazar. Alors, bon, on peut passer le côté un peu glam et un peu people, hein, donc c'est vrai que là, la référence classique, c'est bien évidemment une succession qu'on connaît tous, hein, qui a défrayé la clinique, c'est vraiment la succession de génialité. Où là, en fait, on a bien vu cette notion de réserve héréditaire très mise à mal, et on a bien vu effectivement tous les héritiers en train de se déchirer autour de cette notion. Et justement, j'ai une petite question donc, pour ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'une donation entre époux, ça permet de déshériter ses enfants? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et je me tourne vers Sarah. La réponse est… Eh bien non, c'est faux. Une donation entre époux ne peut pas permettre de déshériter ses enfants, tout simplement parce qu'on ne peut pas déshériter ses enfants, puisque comme on le disait tout à l'heure, les enfants ont une réserve héréditaire qui ne peut pas être reniée. Donc les grands principes en droit français, comme Alice le disait, c'est premièrement qu'on ne peut pas déshériter ses enfants, et deuxièmement que si le défunt n'a rien prévu et n'a rien précisé, la loi suppose que le défunt souhaite maintenir l'égalité entre ses enfants. Du coup, ces deux grands principes vont générer des règles spécifiques au droit français pour déterminer quels sont les droits de chaque enfant dans la succession. C'est-à-dire qu'en pratique, on va prendre les biens existants, c'est-à-dire les biens que détenait le défunt au moment du décès, et on va y ajouter toutes les donations qu'il a réalisées de son vivant. Mais on ne va pas ajouter ces donations pour leur valeur à la date de la donation, s'il s'agit de donations simples, mais à la date du décès. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, j'ai 200 000 €. Je donne 100 000 € à mon fils, 100 000 € à ma fille. Mon fils dépense les 100 000 € pour des activités diverses et variées et des dépenses de la vie courante. Et ma fille investit dans un bien immobilier. Au moment du décès, mon fils, il a tout dépensé. Ma fille, elle a un appartement qu'elle a acheté 100 000 € et qui vaut maintenant 150 000 €. Et bien, pour faire cette réincorporation, on considérera que mon fils a effectivement reçu 100 000 € et que ma fille a reçu 150 000 €. Du coup, mon fils recevra 50 000 € de plus dans l'actif successoral que sa sœur. C'est le bon plan en fait, il faut tout dépenser. De ce point de vue-là, oui. Mais on peut heureusement éviter cet écueil en donnant dans le cadre d'une donation partage. Parce que la donation partage permet de figer la valeur des biens qui sont donnés à la date de la donation et non pas à la date du décès.
Et à noter que si vous avez déjà fait des donations simples et que mes propos vous intéressent et que vous dites dommage, on n'a pas fait de donation partage, ce n'est pas grave. Vous pouvez parfaitement réintégrer dans une nouvelle donation partage les donations antérieures qui ont déjà été faites. Simplement, dans ce cas-là, il faut savoir que vous serez redevable du droit de partage qui est de 2,5%. J'imagine que les biens, dans ce cas-là, ils sont réévalués aussi au moment. Oui, ils sont réévalués à la date de la donation partage, mais à supposer que la valeur du patrimoine augmente au fur et à mesure du temps, ça peut être mieux qu'au moment du décès. Ouais, parce que pour compléter le propos de Sarah, on peut vous raconter une anecdote qu'on a eue dans un dossier, c'est-à-dire que, en fait, en général, la donation, on voit ça d'un point de vue fiscal et pas d'un point de vue civil. Et là, en fait, on était dans le cas où il y a une dame qui donne à son fils 80 000 € comme un portefeuille de valeur immobilière. Donc, en fait, il passe pas du tout devant notaire. Effectivement, il remplit son imprimé CERFA, voilà, il paye ses droits. Avec ces 80 000 €, le fils, il rachète un premier appartement. 10 ans se passent, il finit par racheter une maison à Versailles. Donc, le décès de la mère intervient 25 ans, je pense, après effectivement la donation. Or, en fait, la maison de Versailles est estimée à plus de 2 millions d'euros. Et donc, le fils a dû verser une soulte de 800 000 € à sa sœur. Oui, voilà. Et c'est vrai que sur les liquidités, sur les valeurs mobilières, on a un peu tendance à se dire, bah voilà, c'est que fiscal, je vois pas pourquoi j'irai voir un notaire, je vais pas payer. Et bah non, ne faites pas l'économie sur des montants importants. Faut absolument faire une donation de partage pour justement figer ces valeurs-là et que finalement, la plus-value que vous allez apporter, comme en fait finalement la manière dont vous allez faire travailler cette somme-là, ce soit bien dans votre poche et que vous ne le partagez pas avec vos frères et sœurs. c'est important. Ouais. C'est important. Et pour en revenir à la réserve héréditaire, si jamais un parent a plus avantagé un enfant qu'un autre, qu'est-ce qu'on fait si c'est atteint en fait? Et voilà, si la réserve héréditaire est atteinte, eh bien l'enfant désavantagé peut agir en action en réduction. C'est-à-dire qu'il va obtenir de l'enfant qui a plus reçu une indemnité équivalent au manque à gagner qu'il n'a pas reçu dans sa réserve héréditaire. Normalement, on parle d'une réduction en valeur, c'est-à-dire qu'on reçoit une indemnité, donc une somme d'argent. Si l'enfant qui a reçu plus et qui doit l'indemnité le souhaite, il peut parfaitement ne pas verser une somme d'argent, mais restituer le bien en nature dans la succession. Et alors, il y a un cas particulier qui peut être intéressant parce qu'il peut être très problématique. C'est le cas où l'enfant qui a été plus avantagé a reçu par exemple un bien immobilier qu'il a vendu et qu'au jour du décès, il se trouve qu'il est insolvable. Donc, il ne peut pas régler l'indemnité de réduction à son frère ou à sa sœur. Eh bien, dans ce cas-là, l'héritier désavantagé peut aller chercher l'indemnité auprès du tiers acquéreur qui n'a rien à voir dans l'histoire et qui s'est contenté d'acheter un immeuble. Donc, ces questions d'action en réduction peuvent conduire à des situations problématiques. Donc, la solution, si on pressent que potentiellement la réserve héréditaire pourrait être atteinte, eh bien, sachez qu'il est possible pour un héritier réservataire, avant le décès de son parent, de renoncer par avance à agir en action en réduction. Alors, si je veux avantager un enfant ou si je veux avantager mon conjoint, est-ce que j'ai des solutions? C'est possible. Si on n'atteint pas la réserve héréditaire, c'est possible. Ça veut dire qu'on peut donner à qui on veut ou transmettre à qui on veut dans la limite de la quotité disponible. Après, il y a une autre solution, comme on le disait au début, il faut distinguer la succession et l'assurance vie. Donc, on peut avantager un enfant, notamment en le désignant bénéficiaire d'une assurance vie. Anise, je crois que tu as plein de choses à nous raconter sur l'assurance vie. Alors, bien évidemment, la retraite, et la retraite. Ouais. Quand on parle d'assurance vie, on parle aussi en fait de contrats d'épargne retraite, à condition que ce soit des contrats d'épargne retraite assurantiels, ce qui n'est pas le cas de tous. Alors, comme l'a dit Sarah, effectivement, c'est hors succession.
sauf si les primes sont manifestement excessives. C'est-à-dire que si, par exemple, j'avais envie de déshériter un de mes enfants et que je vendais comment tous mes biens et je mettais tout en assurance vie au profit, par exemple, de la nouvelle personne avec qui je partage ma vie, comme mon enfant aurait les moyens d'agir et d'aller dans les tribunaux pour dire qu'effectivement, les sommes qui ont été placées en assurance vie ont porté atteinte à sa réserve héréditaire. Donc ça, c'est la première chose, mais il n'empêche que avant que cette notion de prime manifestement excessive elle soit mise elle soit utilisée, on a quand même un peu de marge. Alors après, ce qui est aussi important de noter, c'est que indépendamment de l'aspect civil, ce qui est un vrai sujet, c'est vrai que j'ai vraiment un avantage fiscal, l'assurance vie, dans la mesure où je vais bénéficier d'exonérations particulières. Alors, le but du jeu, c'est bien évidemment pas du tout de vous présenter toutes les lignes de ce tableau, qui est quand même assez brut. En fait, d'autant plus qu'en France, en fait, on a la problématique, c'est qu'en fait, on n'a jamais eu de grand soir fiscal, c'est-à-dire qu'on empile des dispositifs. Donc, en fait, l'assurance vie, au départ, on avait un régime de faveur où on ne payait pas d'impôts. Puis, peu à peu, l'État s'est dit, c'est tellement intéressant que je resserre un peu. Mais comme j'ai quand même envie d'orienter quand même l'épargne des Français sur de l'assurance vie, parce que je voudrais sortir un peu de l'immobilier, je continue à lui laisser un régime de faveur très intéressant. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant 70 ans, effectivement, par bénéficiaire, vous allez pouvoir transmettre 152 500 € par bénéficiaire. Donc, en fait, ça vient en complément des 100 000 € qu'on a vu précédemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'après 70 ans, l'assurance vie, ça reste encore très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, là, j'ai un abattement de 30 500 € qui va se partager entre tous les bénéficiaires, mais les intérêts de mon contrat sont exonérés de droits de succession. Donc, autrement dit, si par exemple, j'ai mis 100 000 € sur un contrat d'assurance vie, alors que j'ai 75 ans et que je décède à 90 ans qu'il en vaut 200 000 €, en fait, j'ai 100 000 € plus les 30 000, j'ai 130 000 € d'exonérés. Donc, ça reste encore très intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a des vraies stratégies à mettre en place sur les contrats d'assurance vie pour savoir effectivement avant ou après 70 ans les dispositifs que je vais chercher. On a peut-être intérêt à dissocier d'ailleurs les régimes fiscaux si on veut des bénéficiaires différents pour optimiser en plus en fonction des bénéficiaires. Alors c'est vrai, tu as entièrement raison. Et peut-être, et dans certains cas, quelquefois, l'assurance vie après 70 ans peut être plus intéressant quand j'ai déjà fait le plein des abattements de 152 500. Donc il y a une vraie stratégie autour de l'assurance vie, puisqu'effectivement, l'immobilier reste le placement préféré des Français, mais il y a quand même beaucoup d'argent qui sont sur les contrats d'assurance vie, compte tenu du cadre fiscal assez exceptionnel et de l'orientation qui a été faite par les pouvoirs publics dessus. Mais donc, ce qui fait qu'en général, dans un patrimoine, on se retrouve avec différents contrats et avec des dates différentes. Et d'ailleurs, si, comme vous êtes tenté par racheter aujourd'hui, par exemple, votre contrat d'assurance vie pour des questions, parce que vous avez quelqu'un qui vous propose un contrat avec une meilleure rémunération, faites très, très attention à ces délais. Et en fait, ou parce que vous avez un projet, faites vraiment attention pour savoir, c'est pas forcément sur le contrat qui vous a rapporté le plus, ou qui vous a rapporté le moins qu'il faut aller retirer de l'argent, c'est vraiment, il faut faire cette analyse des différents contrats. Et là encore, rapprochez-vous de votre conseiller pour qu'il vous aide effectivement à vous dire sur quel contrat c'est le plus intéressant de racheter, compte tenu des cadres fiscaux qui peuvent être divers et variés. Si en plus on combine ça avec la renonciation dont on parlait tout à l'heure, ça peut vraiment être intéressant d'avoir des contrats à partir de 70. Ouais, d'autant plus. Et puis c'est vrai que, alors pour revenir sur l'histoire du rachat, c'est vrai que là, aujourd'hui, on parle que de transmission, on ne parle pas de fiscalité au titre de l'impôt sur le revenu, et c'est pareil au titre de l'impôt sur le revenu. Il y a vraiment des stratégies à mettre en place, et surtout quand on a la chance d'avoir plusieurs contrats d'assurance vie, il faut vraiment bien les analyser, et c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'effectivement, on a ces superpositions de régimes. Alors, il y a un petit dernier là qui vient d'arrêter, qui prend de plus en plus de place dans le patrimoine des Français, c'est l'épargne retraite. Alors ça, bien évidemment, c'est d'actualité, mais ça date de la loi Pacte. Là encore, les pouvoirs publics ont vraiment voulu nous inciter à développer la retraite par capitalisation et ont mis un régime de faveur intéressant au titre de l'impôt sur le revenu, parce que je vais bénéficier d'une déduction fiscale. Mais pas que. C'est-à-dire qu'ils ont mis comme régime de faveur aussi au titre de la succession.
Alors là encore, je parle des contrats d'épargne retraite qui sont assurantiels, parce que tous ne le sont pas, hein, mais ceux qui sont assurantiels, en fait, je vais bien avoir une clause bénéficiaire et je vais bien avoir un traitement de faveur particulier. Alors, c'est un régime de faveur qui ressemble beaucoup à l'assurance vie, mais ça a un petit côté effet Canada Dry, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait de l'assurance vie. À la mesure où, en fait, le grand avantage de l'assurance vie, c'est quand même de regarder, c'est qu'on regarde en fonction de l'âge au moment de du versement. Alors qu'en fait, sur un plan d'épargne retraite, en fait, pour définir à quelle sauce je vais être mangée, on va regarder au moment effectivement, du décès. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ça reste des solutions qui sont extrêmement intéressantes et qui permettent de compléter effectivement l'abattement traditionnel de 100 000 € qui se régénère tous les 15 ans et qui sont en fait finalement hors tranche progressive, enfin hors tranche et hors barème des droits de succession. Et ensuite, tu as des astuces pour réduire le coût de la succession. Alors exactement, on en a parlé un peu tout à l'heure, hein, effectivement, enfin, l'idée, et là encore une fois, on a une volonté des pouvoirs publics d'engager la transmission intergénérationnelle et de commencer la transmission de plus en plus tôt, parce que finalement, on se retrouve avec des gens qui aujourd'hui héritent à 60-65 ans, et l'idée, c'est de pousser finalement toute cette tranche de gens qui ont entre 80 et 90 ans, c'est les baby boomers, hein, c'est vraiment les 30 glorieuses qui ont composé, développé un beau patrimoine, et l'idée, c'est vraiment de les inciter à transmettre et à favoriser la transmission le plus tôt possible. Et donc, il y a des techniques qui sont extrêmement intéressantes, hein, parce que en général, quand on rencontre des clients, ce qu'on veut, c'est protéger la personne avec qui on partage sa vie et éviter que ses enfants payent trop de droits. Voilà, c'est assez classique. Je veux dire, c'est un schéma assez classique. Et protéger la personne avec qui on partage sa vie, c'est une vraie réalité, hein, notamment quand on regarde la retraite moyenne des femmes aujourd'hui. Hein. Donc, c'est vraiment un vrai souci, il faut faire attention. Et c'est vrai que les techniques comme en démembrement de propriété sont extrêmement intéressantes dans la mesure où je vais pouvoir transmettre la nue propriété à mes enfants. Donc, je vais pouvoir commencer ma transmission bien avant mon décès. Et puis, ma valeur de nue propriété, elle a une valeur hein, qui va dépendre de mon âge. Donc, plus on vous a mis le barème à la droite des slides, en fait, plus je suis jeune, plus ma valeur de nue propriété est faible, hein, puisqu'en fait, je fais attention de le dire dans le bon sens, plus elle est faible. Hein, et en fait, on va se retrouver dans une situation où finalement, transmettre la nue propriété, je vais pouvoir continuer à profiter de mon patrimoine, à conserver l'usufruit. Donc là encore, on va vous conseiller de bien vous faire accompagner pour que cet usufruit soit réversible au profit du conjoint survivant pour que ça fonctionne et que je protège bien la personne avec qui je partage ma vie. Hein. Mais je vais en fait coupler le triple avantage, c'est-à-dire je protège mon conjoint, je réduis mes droits, je bénéficie plusieurs fois des abattements et puis je peux prendre en charge les droits de donation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on imagine bien, on voit bien le démembrement de propriété, on voit bien ce que c'est quand on parle d'un bien immobilier. C'est-à-dire que bon, je donne la nue propriété à mes enfants, c'est classique. L'usufruitier continue à toucher les loyers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce démembrement de propriété, je peux aller chercher aussi sur un portefeuille de valeurs mobilières. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Sur des contrats de capitalisation. Donc et là encore, c'est et puis surtout aussi, je vais pouvoir aller chercher sur comment dans le cadre de l'aménagement de mes clauses bénéficiaires, c'est-à-dire que je vais pouvoir effectivement désigner mon conjoint pour l'usufruit et mes enfants pour la nue propriété. Et finalement, comme c'est le contrat il est dénoué, c'est une somme d'argent que mon conjoint reçoit, donc en fait il a la possibilité de la dépenser, hein, puisqu'il a le droit de l'user. Hein. Et par contre, mes enfants ne sont que créanciers de la succession du conjoint. Alors, il faut être précautionneux sur la réduction de la clause bénéficiaire. Bien sûr, comme d'habitude, il faut pas faire n'importe quoi. Et puis peut-être ce que j'ai pas terminé, c'est que en fait, ce qui est intéressant dans les démembrements de propriété, c'est qu'effectivement, ce sont deux droits immobiliers distincts, et qu'au moment du décès de l'usufruit, qui est la pleine propriété, en fait, l'usufruit rejoint la nue propriété pour reconstituer cette nue propriété en franchise de droit. Donc c'est ça l'intérêt de la technique. J'ai une question pour Sarah. Oui. C'est quoi une indivision? Parce que tout à l'heure, on a parlé d'options successorales, on a parlé un peu d'indivision, mais concrètement, c'est quoi une indivision? Alors, concrètement, l'indivision successorale, c'est les biens qui sont compris dans la succession. Et en fait, il faut la distinguer du démembrement dont Anne-Lise vient de parler. Donc, si on prend un exemple où on a un décès, le conjoint survivant opte pour l'usufruit
de la succession, donc il est usufruitier de tous les biens, et du coup, les enfants vont devenir nus propriétaires. Donc, on aura d'un côté un démembrement avec deux droits distincts, l'usufruit et la nue propriété, et d'un autre côté une indivision, c'est-à-dire un seul droit, en l'occurrence la nue propriété, que les enfants vont se partager. Du coup, comme ils exercent ensemble le même droit, en fait, nécessairement, il y a des règles, des droits, des devoirs, etc., qui sont assez précis. Donc, on ne va pas vous faire toute une conférence sur l'indivision successorale, mais on va essayer quand même de vous rappeler certains principes. Donc, sur les droits des indivisaires, le premier des droits, c'est de percevoir au moins une fois par an les fruits des biens indivis. Typiquement, on a dans l'indivision successorale un bien immobilier qui est loué, et bien les fruits des biens indivis, c'est le loyer. Donc en fait, en pratique, ce qui va se passer, c'est que les indivisaires vont ouvrir un compte courant dans lequel ils verseront eux-mêmes les charges qu'ils doivent à l'indivision, par exemple le paiement de la taxe foncière, et ils vont pouvoir, à travers ce compte, percevoir une fois par an, à minima, les loyers du bien immobilier. Donc ça, c'est le premier droit. Ensuite, les indivisaires, s'ils sont en indivision en pleine propriété, ont le droit d'user et de jouir du bien. Et là, en principe, tous les indivisaires ont le droit d'user et de jouir du bien autant qu'ils le veulent. Mais que se passe-t-il en cas de mésentente entre les différents indivisaires? Eh bien, dans ce cas-là, et si la mésentente fait que l'un des indivisaires occupe seul le bien, donc le privatise, il devra aux autres indivisaires une indemnité d'occupation. C'est par exemple le cas si on a une maison de vacances mais une seule clé, et que l'indivisaire qui détient la clé va de temps en temps dans la maison de vacances mais refuse de donner la clé à son frère ou à sa sœur co-indivisaire, eh bien, même si celui qui a la clé n'utilise pas toujours le bien, la simple détention de la clé empêche l'autre d'utiliser le bien, donc on est dans le cadre d'une utilisation privative qui fera que cet indivisaire-là devra une indemnité d'occupation à son frère ou à sa sœur co-indivisaire. Ensuite, dans les principaux droits des indivisaires, on a le droit de sortir de l'indivision. Donc, on peut sortir de l'indivision en cédant ses droits indivis à un tiers, auquel cas les autres indivisaires ont une préemption, ou alors on peut sortir de l'indivision en demandant le droit de partage. À côté de ces droits, les indivisaires ont également des devoirs de participer aux charges de l'indivision, de prendre à leur charge s'ils dégradent le bien et de participer aux dépenses de conservation et d'administration du bien. Donc, ça, c'est pour les droits et les devoirs. Et là, on va passer aux règles purement de gestion de l'indivision, c'est-à-dire comment on fait pour prendre une décision qui concerne un bien que l'on détient à plusieurs en indivision. Eh bien, il va y avoir des règles de majorité à respecter qui changent en fonction de la décision à prendre. Si on est sur ce qu'on appelle un acte de conservation, donc une décision de conservation, c'est par exemple, on a un bien indivis qui n'est plus occupé et c'est de prendre une assurance contre l'incendie pour protéger le bien. Ben ça, c'est un acte de conservation qui peut être fait par n'importe lequel des indivisaires sans l'accord des autres. Et le simple fait qu'indivisaire le fasse fait que les autres devront le rembourser à hauteur de leur quote-part dans l'indivision. Ensuite, on a des actes un peu plus engageants. On parle d'actes d'administration. C'est par exemple le fait de conclure un bail en nue propriété. Donc c'est assez engageant. Eh bien, pour pouvoir le conclure, il faut que la décision soit prise par les indivisaires qui détiennent au moins la majorité des 2/3 des droits indivis. Et ensuite, on arrive à la troisième catégorie de décisions. Ça, ce sont des décisions vraiment très engageantes qui nécessitent l'unanimité. À titre d'exemple, on a dans cette catégorie, bien entendu, la cession d'un bien indivis, mais également, par exemple, le fait de conclure un bail rural à long terme. Donc, quand on voit qu'il y a toutes ces règles d'indivision, de majorité, etc., il peut être beaucoup plus simple, premièrement, de nommer un mandataire de l'indivision,
Et deuxièmement, de conclure une convention d'indivision qui permettra d'aménager les règles légales que je viens de vous exposer. Par exemple, dans une convention d'indivision, on peut prévoir que plutôt que de recevoir une fois par an le loyer, eh bien, les co-indivisaires le recevront tous les 2 mois ou tous les 6 mois. Le dernier point à voir sur la convention d'indivision, c'est qu'elle a un impact sur la faculté pour chaque indivisaire de demander le partage. Je vous ai dit tout à l'heure que tous les indivisaires peuvent à n'importe quel moment demander le partage et donc sortir de l'indivision. En réalité, il y a une limite à ce droit. Dès lors qu'on a conclu une convention d'indivision, si elle est en durée déterminée, par exemple 5 ans, on devra attendre la fin de la convention pour pouvoir demander le partage. Et si on est sur une convention d'indivision à durée indéterminée, là, il faudra attendre, on pourra le faire tout de suite, pardon, mais à condition de le faire dans les bonnes conditions, c'est-à-dire de ne pas être de mauvaise foi et de ne pas le faire à contre-temps, au mauvais moment, entre guillemets. Si malgré toutes ces belles règles, il y a quand même du blocage, eh bien, on peut toujours demander l'intervention du juge. Donc, à titre d'exemple, le juge peut autoriser une cession d'un bien indivis, non pas à l'unanimité, mais à la majorité des 2/3. Mais il faut savoir que cette procédure est très réglementée et qu'en fait, elle aboutit non pas à une cession classique, mais à une cession par licitation, c'est-à-dire une vente aux enchères. Ensuite, le juge peut notamment régler à titre provisoire l'exercice du droit de jouir du bien et fixer l'indemnité d'occupation dont je vous parlais tout à l'heure. Bien, merci pour ces précisions. On en a presque terminé. Je voulais juste vous rappeler, vous comprendrez le rôle du conseiller en gestion de patrimoine au service de la gestion patrimoniale du client. En fait, être conseiller en gestion de patrimoine, c'est être un vrai chef d'orchestre parce que la matière est riche et dense. En plus de tous les produits qu'on peut être amené à vous proposer en fonction de vos objectifs, de votre situation familiale, patrimoniale, eh bien, sachez que derrière chaque conseiller de gain patrimoine, il y a des gens. Il y a notamment la hotline juridique qui est composée d'une équipe de juristes au sein de la société, mais on travaille aussi en lien direct avec Sarah, avec Anne-Lise, avec des experts de l'ingénierie financière qui sont là pour nous proposer des solutions spécifiques. Et on est là pour répondre à toutes leurs questions, pour les accompagner et répondre aux besoins de nos clients avec un vrai service sur mesure et pas simplement des solutions génériques toutes faites qu'on vous proposerait. Je vous remercie du coup pour votre attention. On a un tout petit peu débordé et ça va, on vraiment un tout petit peu. Et donc je voulais juste vous rappeler qu'on répondra à toutes les questions par mail individuel. Donc merci à tous ceux qui nous ont posé des questions là pendant le webinaire. Et puis on vous enverra pour vous remercier donc un mémo fiscal pour votre participation à ce webinaire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci Anne-Lise, merci Sarah, merci les amis. Merci et à très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Jamais. Les ordinateurs.